Du coup, c'est parti pour notre deuxième Lean Wine, Occitanie. On va faire visiter la brigade de Véro à nos invités. Le point de départ de Romain et de Arthur, c'était la croissance est là, mais on a du mal à embarquer toutes les équipes. Ce soir, ils vont nous faire une présentation, donc on va se faire un petit tour, un petit Gemba. Gemba, c'est le terrain, donc c'est aller voir la production. Et ils vont nous faire un retour d'expérience sur ce qu'ils ont mis en place. J'ai hâte. Je pense que tout le monde a hâte et ça va être super chouette. On y va, restez connectés, c'est parti. Bienvenue à la brigade de Véro. Donc il y avait une grande différence qui venait en grande partie de la nouvelle organisation qu'on est en train de mettre en place. Donc quand tu dis théorie, c'est cible et le réel. Tout à fait. Okay. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour les recettes qui vont partir cet après-midi. D'accord, ok. Ok. Alors cette zone-là, c'est vraiment, c'est ce que j'appellerais juste le déboîtage. Donc le déboîtage, ils ont accès à la réserve recettes. Là, il y a Romain qui est en train de faire la visite. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pratique le Lean, on s'attend à avoir plein de choses. Et quand on regarde, il n'y a pas grand-chose. Finalement, c'est un peu l'histoire du MIT lorsqu'ils sont partis visiter Toyota dans les années 80-90. Ils ont fait une première visite et ils n'ont spécialement pas vu grand-chose. Visuellement, on ne voit pas réellement. C'est ça le secret du Lean, c'est que c'est pas spécialement visuel, vu qu'on travaille sur les personnes et sur leur réflexion. Les opérateurs de EMI qui vont terminer de se déplacer sur le site de la nouvelle recette qui va être lancée. 4 personnes, là-bas à 3 manipulations, donc à 3 manipulations. Et là il ne reste plus qu'une, donc il est seul à terminer sa dernière manipulation. Un nombre de manipulations égale un nombre d'opérateurs. Donc chacun a son opération et son outil en adéquation. Quand j'ai dit à Romain, ça serait bien que tu partages ton voyage avec Marion, Nico et toute l'équipe. J'insiste vraiment, merci beaucoup à Romain, à la brigade de Véro, à tout le monde de nous accueillir. C'est un truc de dingue, vous êtes d'accord? Donc, il m'a dit, ouais, moi, Aline, est-ce qu'on en fait vraiment? Je suis pas très théorique, pas très académicien, etc. J'ai dit, oh, génial. Si juste tu racontes ton histoire et c'est top. Donc peut-être première question, ta définition à toi de qu'est-ce qu'est le Lean? Nous, on a rencontré Christophe on a commencé avec Christophe il y a 1 an maintenant, voire un peu plus. On avait commencé avec le programme Learning to Scale. Et en fait, quand on a essayé de mettre un peu de Lean en place à la brigade, on a fait, je pense, comme un peu beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on a vu ça comme une boîte à outils. Donc on a mis de la résolution de problèmes, on a mis pas mal de choses en place, des bacs rouges, etc. Et petit à petit, on a vu que ça prenait pas du tout. Il y avait beaucoup d'échecs. Et en fait, on a eu le déclic quand on s'est rendu compte, à force de croître et aussi d'avoir de la baisse de qualité et de bien-être, on va dire, des brigadiers, un peu de turnover, etc., qu'il fallait changer quelque chose, puisqu'en fait, on était devenus presque des industriels, on va dire, que ça faisait un petit moment, depuis notamment le début du Lean, de l'étude du Lean, qu'on se disait qu'on allait changer des choses. Et donc pour nous, le Lean, c'était faire en sorte que chaque personne dans cette entreprise puisse donner vraiment, produire le produit complètement, apprendre au quotidien et en fait avoir une meilleure vision de l'entreprise. Puisqu'ils étaient enfermés dans leur job, ils n'avaient pas la vision globale de l'entreprise. Et quoi qu'on fasse, ils prenaient des moins bonnes décisions que nous, puisqu'en fait, ils n'avaient pas le contexte global, ils étaient enfermés dans leur métier. Donc en fait, pour nous, comment on l'a pratiqué, comment on a démarré le Lean, c'est en se disant, on va essayer de faire en sorte que chaque personne dans son pôle connaisse mieux l'entreprise, puisse apprendre un peu plus chaque jour de l'entreprise et être
un peu chacun des dirigeants à leur échelle de leur pôle. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on l'a pris. Qui dans la salle ne sait pas ce que c'est le lean ou ne découvre à 100%? Ok, c'était juste pour poser sa définition du lean. C'était long. De quoi? C'était long. Non, c'était pas long, c'était ta définition, elle était très très bien. Peut-être raconter l'histoire de la brigade de Véro? En 2016, Véro voulait perdre un peu de poids. Et puis elle a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché, donc on connaît tous Comme J'aime, etc. Elle s'est dit, moi, c'est hors de question que je mange ça. Donc elle a commencé à faire sa popote elle-même. Quelques mois après, elle a appelé Arthur, qui est derrière, qui est le président de la brigade de Véro, qui est ici, qui est son fils. Et donc du coup, elle lui a dit, écoute, moi j'ai commencé à cuisiner pour moi, pour mes copines, viens voir. Et donc il est descendu de Londres, là où il était à l'époque. Il a dit, maman, c'est génial, tu cuisines déjà pour quelques personnes. Viens, on fait une boîte, viens, on monte le truc. Donc ça a démarré comme ça, ils ont créé la boîte. Moi, je les ai rencontrés une semaine après la création. Et du coup, on a commencé à cuisiner des plats, donc à faire chaque semaine un nouveau menu pour les gens qui voulaient perdre du poids en calculant les calories et en faisant des plats avec des légumes de saison, du marché et en faisant juste des bonnes choses. Donc c'est parti de là. Petit à petit, en fait, on a rencontré un succès auquel on ne s'attendait pas. Et donc on a eu des croissances incroyables. On a dû changer de labo en labo chaque année jusqu'à la période du Covid, où on n'a même pas pu assurer toutes les commandes qu'on nous passait, puisqu'on était à l'aise dans un labo de 200 mètres carrés, ici à 2500 mètres carrés. On est parti un peu en panique à appeler des traiteurs à Montpellier pour savoir s'ils avaient de la place pour nous accueillir, pendant qu'eux, ils n'avaient pas d'activité. Donc il y a eu Cabiron qui nous a gentiment accueillis, on a payé le loyer pendant que c'était le Covid. Et du coup, en même temps, on a conçu ce labo de 2500 mètres carrés, puisque on s'est dit, OK, maintenant, on arrête de croire qu'on est des petits. On va aller chercher loin, on va aller chercher le marché de Comme J'aime. Il n'y a pas de raison que Comme J'aime arrive à faire des millions de chiffres d'affaires en France avec ce qu'ils fournissent aux gens. Nous aussi, on peut le faire, on est capable, mais en restant dans notre ADN familial, qualité, et en développant de plus en plus de menus. Donc voilà l'histoire. Bref. Super. Moi, j'ai une question. À partir de quel moment on s'intéresse ou on se pose des questions du lean? Alors c'est surtout une opportunité, parce que c'est quelqu'un qui te connaissait, qui m'a parlé de toi ici. Et puis ensuite, quand on s'est rencontrés, nous on avait les problèmes que je vous disais au début, c'est-à-dire on avait l'impression que tout venait de nous, toutes les idées venaient de nous tout le temps. Les gens, même s'ils proposaient des idées, étaient un peu décalés parce qu'il n'y avait pas la vision complète. Alors que pourtant, on soit une famille, on écoute tout le monde, etc. Mais c'est hyper complexe. Et en fait, moi j'avais l'impression de devoir tout gérer tout le temps dans tous les pôles de la boîte, et je pense que c'est un peu pareil pour tous ceux qui sont derrière vous. Et du coup, quand Christophe m'a dit le lean, c'est justement travailler sur les gens, l'apprentissage et faire confiance aux gens, je me suis dit ok, c'est peut-être le truc dont on a besoin, et peut-être que ce que nous disent les autres, donc tu devrais améliorer ton dosage sur les lignes, etc. C'est peut-être pas ça la voie à prendre, et c'est peut-être autre chose, et avoir plus une vision générale de ce qu'on a envie d'apporter aux gens dans l'entreprise, plutôt qu'essayer de améliorer chaque process de chaque partie de la prod. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, ok, c'est peut-être le truc qu'il nous faut. Mais le déclic, c'était les gens qui commençaient à moins être heureux dans la boîte, la qualité qui commençait à descendre. Nous qui avions plus de temps et qui travaillions de 3h du mat à 20h, des rattrapages tout le temps en prod, enfin voilà quoi. Et donc on s'est dit, il faut changer quelque chose. Vous avez cliché la visite? Il n'y a rien de spécialement en ligne, il n'y a pas de management visuel, etc. Et pourtant, il s'est passé plein de choses. Ouais. C'est quoi les 2-3 trucs que vous avez mis en place depuis que vous avez commencé ce voyage? Alors c'est vrai que nous on est un peu des bébés du lean, parce qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps, et puis on n'est pas des grands taiseux non plus, donc voilà, donc pour lire des bouquins ça nous prend un peu de temps. Ce qui a changé, je vous l'ai expliqué un peu dans le labo, c'est déjà la façon dont on fait travailler les gens. Ne plus leur demander d'être 8 heures sur un poste de travail, mais plutôt être transversal et arriver à sortir 6 recettes dans une journée de production. Donc en fait, nous on a 4 journées de production par semaine, les 4 sont similaires, ils sortent toutes les mêmes recettes chaque jour, et chaque semaine, toutes les recettes rechangent. Donc en fait, c'est ça le gros défi chez nous, c'est qu'il y a une énorme variabilité. On ne fait pas comme un Fleury Michon la même recette tout le temps. Donc on est obligé
même si on a des fiches techniques, des process, il y a tellement de choses qui changent et on veut amener tellement de variété à nos clients. On ne peut pas mettre vraiment de choses automatisées. On est passé sur ce mode vertical où les gens font tout de A à Z. Et du coup, ce qui a changé, c'est déjà les stocks. Vous avez vu, je pense, il n'y a quasiment pas de stock dans la prod. En fait, on travaille vraiment au flux tendu. Chaque jour, on reçoit la marchandise. Le jour même, voire le lendemain, elle est transformée. Et ce qui a changé, c'est qu'avant, les équipes poussaient du coup donc la légumerie, décontamination, poussaient tout ce qu'ils avaient à pousser en cuisine, peu importe quand ça allait être récupéré. Maintenant, ils travaillent de manière séquencée, donc ils commencent tous par décontaminer et sortir des poches. Puis petit à petit, l'équipe se déplace vers la cuisine jusqu'au moment où elle se déplace tous. Et en fait, ils avancent au rythme des matières premières. Donc en fait, les fiches techniques que je vous ai passées, avant qu'on fasse ce changement-là, il y en avait beaucoup plus. Et il y avait encore d'autres, plein d'écritures sur les fiches techniques, tout ça, pour se passer des informations d'équipe à équipe. Sauf qu'en fait, les informations, quand tu es dans le rush de la production, parce que la cuisine, c'est beaucoup de moments de speed, c'est hyper difficile à passer. C'était pas souvent, mais parfois faux. Et du coup, on avait des équipes qui communiquaient mal, des productions qui sortaient mal. Et du coup, chaque personne produisait 21 références chaque jour. Et donc, si la référence n'était pas bonne à la fin, c'était pas sa faute, puisque c'était peut-être la cuisine qui avait mal fait, ou peut-être le conditionnement qui avait bâclé, ou alors on m'a pas coupé les carottes en rondelles, on les a coupées en dés, alors que c'était pas comme ça pour ma cuisson. Maintenant, en fait, on a impliqué chaque collaborateur dans la qualité, et on a fait le choix d'arrêter de leur demander de faire une chose hyper vite. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième chose, du coup, qui est induite, avec les stocks, c'est les team leaders. C'est vraiment des chefs d'équipe. Mais du coup, on a des chefs d'équipe qui sont beaucoup plus polyvalents et qui comprennent beaucoup mieux l'ensemble. Avant, on avait un chef d'équipe de cuisine, un chef d'équipe de déboîtage. Maintenant, le chef d'équipe, il sait comment ça se passe du début à la fin. Donc, il a toutes les armes pour prendre les bonnes décisions avec ses équipes, pour savoir si ça, j'ai le droit de le changer, ça aussi ou pas. Et par exemple, sur une casserole, il respectait soit la recette strictement, soit certains, pour avoir des bons plats, il l'a changé, mais il l'a changé entre guillemets n'importe comment. C'est-à-dire que nous, si moi, demain, je vais sur ma sauteuse et je me rends compte que la recette, elle est mal faite, la fiche technique est mal faite, je vais réassaisonner, je vais rajouter des épices, etc., puisque je sais que ça a peu d'impact sur la nutrition, au contraire, c'est bon, etc. Un chef, hier, il rajoutait de la crème, aujourd'hui, il dit « Ouh là là, non, jamais je vais pas rajouter de la crème, c'est trop calorique », parce qu'il sait que derrière, il y a de la nutrition, il travaille aussi sur les recettes, et donc du coup, il est capable de prendre les décisions, peut-être pas comme nous, mais beaucoup plus proches de ce que nous, on fait aujourd'hui. Et donc du coup, ça va être la troisième chose, c'est qu'on a mis en place chaque semaine un tableau que vous avez vu là, qui est, je pense, une des meilleures réussites qu'on ait eues. C'est-à-dire que chaque jeudi, c'est la première production de la semaine. Et à chaque fin de production, toute l'équipe, les intérimaires compris, sortent et ont une demi-heure où ils vont déguster les 6, 7, 8 références qu'ils ont fait dans la journée avec le chef d'équipe et avec soit le chef de production, soit un des dirigeants de la boîte. Et on a la fiche technique, ce qui devait sortir, ce qui est sorti, on goûte, on juge si c'est bon, si c'est pas bon. Est-ce qu'il y a eu un problème en production dû à un process mal fait? Est-ce qu'il y a une erreur dans la fiche technique, c'est mal conçu? Et en fait, du coup, même les intérimaires participent un peu à l'engineering au final, puisqu'ils sont dans la création des recettes. On leur explique, ah ben non, là, en fait, ok, c'est pas assez liquide, mais on peut pas rajouter de la crème parce que sinon, tu vas avoir trop d'acides gras saturés. Et c'est des discussions qu'on a même avec les intérimaires ici. Donc en fait, tout le monde progresse et apprend au quotidien dans la boîte. Donc ça, c'est, je pense, les 3 plus gros changements qu'on a eus et qui font que, du coup, j'ai un petit graphique à vous montrer. La qualité, puisqu'on me l'a demandé, quel est l'impact sur la qualité. Je vais vous faire passer la feuille. Vous avez en rouge les notes clients de l'année dernière. Donc en fait, chaque semaine, on envoie un questionnaire à nos clients, à nos 4000 personnes, où ils peuvent noter tous les plats de la semaine, de 1 à 5, avec des commentaires. Et donc ça nous donne, c'est leur NPS, leur KPI à eux là-bas. Sur la cuisine, ils savent si ça a été réussi ou pas. Du coup, on avait une moyenne qui était, autour de 4,15 l'année dernière. Là, on est maintenant à 4,25 toutes les semaines. Et ce qui est le plus fort, c'est qu'il y a beaucoup moins de variabilité dans les notes. L'année dernière, le graphique, il est comme ça. Il y a des semaines où ça marche, des semaines où ça marche pas. Cette année, c'est presque plat. Donc en fait, on a gagné 0,10 points de qualité entre l'année dernière et cette année. On a 5% de gens en moins qui se mettent en poste chaque semaine, ce qui représente à peu près 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par semaine en plus. Enfin,
il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dû à l'implication sur la qualité. Et une chose que ne s'attendait pas forcément, mais la productivité a fortement augmenté aussi, parce qu'on est plus productif, on dépense à peu près 2 € de moins par commande aujourd'hui en main-d'œuvre. L'année dernière, c'était 14 € à peu près pour sortir une box de 10 plats. Cette année, c'est à peu près 12,70 €, 1,30 € plus après en masse salariale de logistique aussi, on a gagné. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées grâce à ça et surtout, je pense que Marion, si peut-être elle veut dire un mot, je pense que sur l'implication des salariés, le sourire qu'elle a tous les jours des salariés, c'est aussi... Je veux parler. Bonsoir. Donc, je suis Marion, moi je suis la DRH de la brigade de Verrou depuis 3 ans et demi maintenant. Donc, j'ai connu l'ancienne organisation et puis la nouvelle. Et c'est vrai que peut-être dans des indicateurs un peu moins mesurables, mais que nous on voit au quotidien, c'est comme disait Romain, l'implication de tous les brigadiers au sein de leur travail et notamment des intérimaires. On a toujours énormément de nouveaux intérimaires qui arrivent sur le début d'année, puisque c'est un de nos gros pics d'activité et que pour arriver à satisfaire toutes les commandes, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire appel à de l'intérim. Et c'est la première année où en fait on arrive à fidéliser autant de nouveaux. Des personnes qui sont là depuis le mois de janvier et qui veulent pas partir, donc on en est très très content. Voilà, et comme disait Romain, ces gens qui sont là pour goûter tous les jeudis, tous les plats, faire des remontées. Et en fait, notre résolution de problème, on l'a quasiment en direct avec ça, puisqu'on a des personnes à qui on fait confiance et qui nous font confiance aussi. Et du coup, on a des discours qui sont quand même beaucoup plus libérés avec les salariés. Voilà, sans compter aussi l'amélioration des conditions de travail, puisqu'on était sur beaucoup de tâches répétitives avec des ports de charge, etc. Où là, ça s'est quand même vachement amélioré, puisqu'on a toujours ces ports de charge, mais sur des durées beaucoup moins longues. On a eu quelques réticences, même parmi nous. Enfin, moi, la première, moi, j'étais pas certaine de ça, notamment comme disait Romain, sur la productivité. Moi, j'étais persuadée que justement la sectorisation améliorait la productivité. Et j'étais pas réticente, mais un peu frileuse à y aller. Dans les équipes, un petit peu aussi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Romain, Nicolas, donc notre directeur des opérations, notre responsable des achats et un brigadier opérateur ont fait le test de cette nouvelle façon de produire sur une semaine, enfin sur une journée, en exemple type, pour prouver que ça allait fonctionner. Sur une journée, ça a fonctionné. Et en fait, sur toute la mise en place pendant, je dirais, un bon mois et demi, on était tous nous-mêmes intégrés dans une équipe pour accompagner les brigadiers et en fait donner toutes les armes pour que ça marche. On s'était dit que si ça fonctionnait pas, on avait suffisamment d'agilité pour revenir à l'ancienne méthode, mais le fait est qu'au bout d'un mois et demi, ça avait fait ses preuves et donc on est resté là-dessus. Je veux juste, parce qu'on lit beaucoup d'histoires sur le lean, à 4h du matin, j'ai pété un mur, j'ai déplacé une machine, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé. À quelle heure tu t'es levé pour... En fait, pour embêter personne, parce qu'on voulait le faire un peu dans notre coin, du coup, on a commencé la prod à 3h du matin avec Nico. Bon, c'était pas la seule fois, mais peut-être 2h du mat. Ouais. Bon, bref, mais en gros, on a pris une petite équipe, vraiment, avec notamment un opérateur qui était, un petit peu par les autres, presque moqué, je dirais. Pour prouver qu'en fait, entre gens qui n'étaient pas cuisiniers et opérateurs pas forcément plus doués que ça, on pouvait arriver à tenir une productivité et une qualité avec cette organisation-là. Et la meilleure chose qui s'est passée à la fin de cette journée, c'est qu'en fait, l'opérateur nous a dit « Mais c'est trop bien la journée que j'ai passée, c'est génial, j'ai fait plein de trucs, j'aimerais bien que ça soit comme ça tous les jours. » Et donc du coup, il a commencé aussi à en parler aux autres, et c'est comme ça que ça a commencé à arriver. Bon, après, on s'est dit, dès la semaine prochaine, on fait un changement. Mais bon, on avait un peu l'adhésion déjà de 3 personnes, plus lui qui avait essayé. Donc voilà, on a fait le changement, on l'a accompagné nous. Et ouais, ce qui est important, c'est le lean vient des dirigeants et des dirigeantes. J'en montre l'exemple. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et par contamination, j'embarque les gens. Juste, pardon, pour compléter ce que disait Marion tout à l'heure sur les intérimaires, pour avoir un chiffre, on avait l'année dernière à peu près 70% de masse salariale interne en production et 30% d'intérim.
Cette année, vu la croissance qu'on a eue, qui est incroyable, on n'avait plus que 60% d'internes, 40% en intérimaire, et on a sorti 10 points, enfin 0,10 points de plus de qualité avec plus d'intérimaires. Parce que justement, on a des chefs d'équipe, des team leaders qui sont au plus proche du terrain tout le temps et qui du coup sont capables de former beaucoup plus vite, d'accompagner plus vite les nouveaux et du coup moins d'erreurs. Et il y en a toujours. Marion, comment tu gères cette partie progression, compétences, formation? Alors pour la formation sur le métier à proprement parler, en vérité c'est de la formation interne principalement. C'est du mimétisme, de la formation sur le terrain. On tente et on le fait en fait de mettre des intérimaires dans des équipes avec on met jamais toute une équipe de nouveaux. Par exemple, on met toujours des intérimaires avec des opérateurs qui sont qualifiés, qui sont là depuis un certain temps. Donc voilà comment on fonctionne par la formation. C'est surtout par mimétisme, accompagnement, binôme et par retour des encadrants. Toutes les semaines, on demande le retour des encadrants sur leur personnel, que ce soit le personnel définitif, mais plus précisément sur les intérimaires, pour savoir quelles sont les qualités et les défauts de chacun pour qu'on puisse travailler. Et si besoin, on peut aussi faire un changement d'équipe pour que l'intérimaire aille travailler dans une équipe puis dans l'autre. On le fait aussi avec nos salariés permanents parce que dans la première équipe qui démarre la production, on n'a pas forcément les mêmes avantages et inconvénients à travailler que dans la dernière équipe qui ferme le labo, que dans celle du milieu qui a la pression de l'équipe d'avant et de l'équipe d'après. Donc voilà, on essaie, en plus de la polyvalence qu'il y a au sein même de l'équipe, de changer les personnes régulièrement d'équipe pour avoir conscience de tout ce qui se passe à côté. On voit bien donc l'impact sur le client, la qualité, on voit l'impact sur les gens. Donc, Nico me disait il y a une sécurité aussi, qu'il se passait des choses, donc c'était plus propre, par terre. Ouais, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a posé la question sur le sol. En fait, ce sol, on l'a mis parce que, l'histoire, on était obligé de mettre ce sol en inox au final plutôt que mettre de la résine. Et en fait, il pose un problème, ce sol, même s'il est très bien, c'est que si on a un peu trop de gras sur le sol, ça glisse beaucoup plus que de la résine. Et du coup, en travaillant dans la hâte, on avait des chutes. On a eu pas mal de problèmes sur ça milieu d'année dernière. Et du coup, on a eu beaucoup de réflexions sur est-ce qu'on doit changer ce sol ou pas, sachant que c'est quasiment impossible, puisque du coup, en pleine production, changer ça, ça nous fait arrêter. C'est un chantier de 2 semaines minimum. Donc c'est pas possible pour une boîte qui a peu de trésor. Et au final, en changeant de façon de travailler, en étant plus quali, on va dire plus ordonné, on a beaucoup moins de déplacements. Les gens travaillent dans plus de sérénité et bizarrement, j'ai beaucoup moins de problèmes qui m'arrivent aux oreilles sur des gens qui ont glissé, des accidents de travail. Et en fait, c'est pratiquement plus un sujet en fait. Et pour la formation aussi, il faut dire que cette organisation elle nous a permis en fait de gagner beaucoup en capacité de production et en rapidité de production. Donc en fait, avant cette organisation, on était à peu près à 750 barquettes sorties par jour. Aujourd'hui, on en produit 1200 avec exactement le même matériel. Donc en fait, ce volume-là qu'on avait prévu pour 2025, qu'on a atteint dès janvier 2024, on avait prévu 250 000 € d'investissement. On a fait 0 investissement. Puisqu'en fait, en séquençant beaucoup mieux, en utilisant beaucoup plus nos machines, nos salles, mieux, plus intelligemment. En fait, nos machines de conditionnement, on les utilisait avant à 15%, maintenant on les utilise à 30%. Parce qu'en fait, les équipes utilisent beaucoup plus fréquemment le matériel, beaucoup mieux. Et en fait, on n'a pas des variabilités d'arrivée de matières premières. Avant, ça poussait, donc on était sur le rush, on remplissait, puis d'un coup, on n'avait plus de matières premières, donc les machines ne tournaient plus. Maintenant, en séquençant et en lissant le flux, du coup, on a des machines qui tournent beaucoup plus. Et du coup, on a pu se libérer du coup le lundi pour aussi faire des actions de formation, des grands nettoyages. Et donc du coup, maintenant, le lundi, il y a quand même, entendre le dire, plus de formation et du temps pour faire venir d'autres personnes et former sur certains sujets. Voilà. Côté économique, si tu vas jusqu'à, tu disais que tu avais économisé des coûts d'investissement et après en termes de résultats.
Oui, en termes de résultats, bon après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc c'est difficile à dire, mais en termes de résultats, l'année dernière on était à peu près on était autour de moins 200 000 en EBITDA, en EBE, près. Cette année on fait plus 400 000, et donc du coup on avait une boîte qui était en perte en 2023, qui sortait 8 millions de chiffre d'affaires pour 200 000 euros de perte, et cette année on va sortir plus de 15 millions avec 1 million, 1,5 million d'EBITDA. Donc tout a changé. Et surtout la sérénité, nous, des dirigeants, en fait. Parce qu'on le fait, mais quand on faisait 8 millions, on était à courir partout, à être... on restait tard le soir jusqu'à ce que la prod elle finisse parce qu'on était stressé que ça finisse pas. Maintenant, hier, j'ai pris mon après-midi. Voilà. Donc voilà, le fait d'avoir des gens plus formés, parce que les gens en fait sont toujours, en tout cas quand on recrute à peu près bien, sont toujours de bonne intention. Le problème c'est de leur donner les armes et de leur donner la vision un peu plus globale pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et les prendre sans nous en fait. Voilà. Vous avez des questions? Déjà dans le management, alors je pense que c'est des choses qui sont déjà dans d'autres boîtes mais qui n'étaient pas chez nous. On fonctionne maintenant avec des objectifs donc type OKR, et donc du coup on est moins à suivre typiquement sur l'acquisition client par exemple. Moi c'est mon job de base, je faisais du marketing digital, donc j'étais très centré sur les campagnes, je regardais beaucoup les choses, etc. Et en fait j'ai lâché prise à un moment, donc c'est-à-dire au milieu d'année dernière, et on a fonctionné plus avec des objectifs, des résultats clés. Et on va pas dire que je ferme les yeux, mais je fais confiance. On a payé des formations qu'il nous a demandé pour progresser. En fait, on a fait progresser les gens dans les bureaux, par exemple sur l'acquisition. Et donc, du coup, les performances qu'on a maintenant de chiffre d'affaires aussi, je pense que certains ont vu les graphiques de nouveaux clients par rapport à l'année dernière. Mais en fait, parce que le responsable acquisition, l'année dernière, je le considérais moins bon que moi, alors qu'il faisait ça tous les jours. Maintenant, il me défonce. Enfin, il est bien meilleur parce qu'en fait, je l'ai laissé se former, je l'ai laissé faire des erreurs. Alors ça coûte parce que c'est des erreurs au début, parce qu'il fait des erreurs qu'on n'aurait pas fait. Mais en fait, du coup, on a un management plus souple, plus à l'objectif. Aussi des primes. On fonctionne maintenant avec des variables, ce qu'on ne faisait pas avant. On n'avait que du fixe. Maintenant, on a mis des belles parts de variables sur des objectifs trimestriels, mais pour tout le monde, même pour la prod. Je pense que ça motive aussi. Le fait de se dire on sera mieux rémunéré si on fait gagner plus l'entreprise. Donc voilà, après sur la partie plus on va dire lean qualité, on a toujours été quand même très très centré qualité, enfin très centré coût de client dans les bureaux, puisqu'en fait on sort beaucoup de nouvelles offres, on teste beaucoup de choses en fonction de ce que les clients nous disent, on participe un peu tous au service client, donc il y avait beaucoup plus de lean des coûts de client dans les bureaux, même s'il y a peu de visuel, etc. On est beaucoup plus, on va dire, centré client dans les bureaux de base que dans la prod. Et en fait, on a réussi à changer ça. C'est ce qui manquait, en fait. C'est qu'en fait, quand on avait beaucoup d'acquisitions, quand on avait beaucoup de clients, l'année dernière, par exemple, en janvier, on a eu une énorme bombe d'acquisition. On a complètement foiré notre mois de janvier parce que la prod a été pourrie. En plus, Chronofresh, nos livreurs ont été mauvais. Et en fait, on voulait plus revivre ça, quoi. Donc, on a essayé de faire tout pour que ça se passe bien cette année. Et du coup, on va dire que ça travaille un peu plus de la même façon des deux côtés. En fait, c'est un déclic. C'est qu'en fait, on était un peu au bord du gouffre. On a failli crever. On n'avait plus de trésor. Les gens, ils en avaient marre. La qualité était mauvaise. Donc, à un moment, je suis allé voir Nico. J'ai dit, vas-y, demain, on va en prod. C'est aussi beaucoup de discussions. En fait, c'était de base intuitif parce que c'est un truc dont je parlais depuis Kabiro, ce truc-là. Et en fait, d'étudier le lean et de me rendre compte en fait que l'apprentissage, de mettre l'apprentissage au centre de la boîte, l'humain au centre de la boîte, et pas juste leur dire on va faire comme ça, je me suis dit, tout colle, il faut essayer. Enfin, il faut essayer, et du coup, mais c'est pas un processus qui a été... en fait, c'est pas un processus complexe, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour ça. Enfin, c'est juste... et ça, il n'y a que le dirigeant qui peut faire le déclic. Enfin, on peut pas... Des trucs comme ça, des changements dans la boîte, faut juste y croire, et quand on peut souper, mais faut y croire et l'emmener, quoi.
Comment vous gérez les améliorations, les idées des personnes qui sont sur la prod? Est-ce qu'il y a des partages entre les équipes? Est-ce qu'il y a des moments où ils se parlent spécifiquement? Alors on le gère très mal, dans le sens où aujourd'hui il n'y a pas de process de résolution de problèmes, pas vraiment de Kaizen, enfin on n'a pas ça encore. L'indicateur là-dessus c'est le nombre de personnes qui viennent me voir avec des idées et le nombre que je vois réalisé en prod. Donc ça c'est pas un indicateur que tu peux écrire quelque part, mais quand moi j'ai des gens qui viennent me voir, putain j'ai pensé à ça et que je vois de mon prisme que c'est une bonne idée et que je le vois pas ou que je vois pas au moins une réflexion qui a été menée sur ça, je me dis ok on n'a pas encore passé ce step là d'écouter vraiment les gens et en fait on les écoute, mais après pour structurer l'avancée de l'amélioration on n'a rien en fait. Donc en fait ce que je disais, le meilleur outil qu'on a créé c'est ce tableau là où en fait c'est un moment d'échange d'une demi-heure par semaine, en fait on échange sur les plats. Mais du coup, des fois, il en vient aussi d'autres trucs. Ah, mais en fait, j'ai pas pu le faire comme ça parce que ma sauteuse, elle était pas dispo, parce que ma doseuse, elle marchait pas, etc. Et du coup, c'est ça qui initie de l'amélioration. Mais on est au début de ça, en fait. Il n'y a rien de vraiment structuré. Voilà, c'est encore les projets d'amélioration qu'on a. Hein. Enfin, c'est des chantiers qu'on a et qui nous feront progresser, quoi. Le changement du management, on a créé, on appelait ça un copil, peut-être pas forcément un copil, mais en fait, tous les managers en dessous de la direction, donc chaque directeur, enfin un manager de pôle de la boîte, donc ils sont 10, je crois, en fait, ont un groupe où ils se réunissent, entre eux, sans les personnes du CODIR, chaque mois, pour discuter des problèmes, discuter de ce qu'ils aimeraient mettre en place dans la boîte, de leur vision, chacun qu'est-ce que toi tu fais en ce moment sur l'acquisition, qu'est-ce que tu fais toi sur le commercial, Et en fait, ils échangent sans nous pour être plus libres de parler. Et donc, du coup, ça amène des sujets aussi, qu'on n'a pas forcément avec eux, sur la rémunération, sur les avantages salariés aussi. Enfin, ils parlent un peu plus pas que du terrain, mais aussi de la boîte en général. Ça, c'est aussi un changement qui a été fait dans les bureaux et sur le management. Est-ce que les collaborateurs se rendent compte et est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permet de visualiser leur progression? Est-ce qu'ils arrivent à se rendre compte que ils sont meilleurs au quotidien et qu'ils apprennent et que oui, les clients sont plus contents et c'est global boîte, mais est-ce que à leur niveau d'équipe peut-être ou ce genre de choses? Alors aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la note des plats. Après, par équipe, on a quelques indicateurs. Par équipe de prod, donc on a l'indicateur de productivité, l'indicateur de notation des plats. Donc ça, c'est les deux indicateurs que chaque brigade suit. Je sais pas s'il y en a d'autres, pas forcément. Et du coup, maintenant, chaque brigade est capable de s'évaluer. Avant, c'était 40 personnes en production qui avaient une note globale. Maintenant, déjà, par brigade et par plat. Ils savent combien ils ont eu. Ils ont tous les commentaires des clients aussi. Parce qu'il n'y a pas que des notes, il y a les commentaires. C'était trop salé, c'était pas assez bien présenté, etc. Donc en fait, ils s'évaluent aujourd'hui surtout sur la qualité. La productivité en soi, pas tant que ça, parce qu'elle est assez cohérente entre les équipes, c'est assez stable, parce qu'ils ont un timing, ils arrivent à le respecter. Et puis, les plannings sont faits en fonction aussi. Mais voilà, sur la qualité, sur leur évaluation, c'est surtout aujourd'hui la qualité. Et c'est aussi ce qu'on a envie de pouvoir mettre en place après, c'est d'autres indicateurs sur le respect de l'hygiène, de la maintenance, des machines, etc. Puisque aujourd'hui, c'est aussi un autre chantier, c'est qu'aujourd'hui, on a très focus qualité du plat, donc qui est assez subjectif, mais voilà. Et le fait qu'on ait beaucoup plus de personnes qui interviennent sur les machines et dans toutes les salles, on a beaucoup plus de personnes qui passent au final. Mais en fait, on a des gens qui utilisent de différentes façons les fours, les sauteuses, les programmes de manière générale, qui nettoient de différentes façons, puisque tu n'as plus une personne qui est experte sur ce truc-là. Donc ça crée un peu de dégâts sur l'équipe support de production de Mathieu derrière. Et donc maintenant, les techniciens, ils s'arrachent un peu les cheveux sur les disparités entre les équipes et les usages. Donc voilà, il y a aussi des choses à mettre en place sur évaluer le respect de l'environnement et des autres équipes. En fait, on a la note par plat. Donc chaque plat a été fait par la même brigade toute la semaine. Donc ça, voilà. Et après, on peut, quand on voit que la note a beaucoup évolué dans la semaine, on regarde s'il y a une production parce qu'on l'a par production aussi, s'il y a une production qui a été moins bien faite qu'une autre. J'ai une question sur la promesse que tu as faite. Tu as dit que les clients perdaient du poids. Vous le suivez, ça? Vous le savez?
Alors on le suit pas avec un indicateur puisqu'aujourd'hui on a on a une fonctionnalité sur notre app qui est les gens peuvent rentrer leur poids, etc. Mais en fait on suit pas leur perte de poids. En fait c'est surtout au téléphone, c'est plutôt qualitatif que quantitatif. En fait c'est le service client. On a 2 diététiciens en service client et on a tout le monde maintenant dans l'équipe qui comprend un petit peu les enjeux diététiques. Donc en fait on a de temps en temps des retours du service client qui me disent ça fait 2 semaines. J'ai plus de retours clients de gens qui perdent pas de poids ou des choses comme ça. Mais à part ça, on n'a pas une vraie mesure parce que notre but, c'est pas... En fait, c'est difficile parce que notre but, c'est pas de faire perdre le plus de poids possible. Que tu fais perdre trop de poids, ça veut dire que c'est mal fait. Enfin, tu dois pas perdre du poids trop vite. Donc en fait, c'est difficile d'avoir une mesure de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, c'est plutôt avec l'écoute client, le service client, on voit s'ils sont satisfaits ou pas de leur perte de poids. Après, on a aussi des retours dans les notes des plats, des commentaires généraux qu'on laisse libre à la fin de gens qui nous disent des choses. Mais en général, c'est quelque chose qui est plutôt bon chez nous. C'est vraiment pas notre problématique puisque en soi, on fournit à chaque fois un menu qui est bien équilibré. Donc, à moins que la personne elle fasse des choses à côté, il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à perdre du poids. Hein. Chacun est différent. Non, toi, c'est les barbecues, c'est différent. Après, on n'a pas vraiment de... Par contre, c'est un vrai enjeu pour la suite parce qu'on est en train de s'orienter un peu plus santé. Notamment là, on sort un nouveau menu. Donc aussi, toute cette organisation nous a permis de sortir plus de menus, d'avoir plus d'offres. Là, on va sortir un nouveau menu qui est vraiment beau, pour une fois plus orienté santé, qui est un menu pour améliorer la digestion, le transit et réguler un peu mieux la glycémie. Du coup, en fait, c'est un menu riche en fibres. Et du coup, là, il va falloir travailler d'autres méthodes de retour client parce qu'en fait, on n'est pas des médecins et on n'a pas le droit d'avoir des données médicales non plus. Mais on est intéressé par savoir si ça marche et s'ils ne perdent pas juste du poids. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. Mais du coup, avec tout ce qu'on a fait là, on avait 2 menus principaux avant, donc le low carb et l'équilibre. Et on a réussi à varier et à faire un low carb protéiné et un équilibre actif pour ceux qui ont besoin de plus d'énergie. Et en fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible avant, puisque on aurait foutu le bordel, puisqu'on serait passé... Bon, à l'époque, on était au début 12 références, puis 18. Et en fait, à chaque fois qu'on augmente les références, on augmente les références sur chaque équipe, on augmente le stock partout. Enfin, voilà. Et du coup, le fait de diluer ça par équipe et que chacun avance avec son stock, ça permet d'avoir beaucoup plus de références possibles dans la production et de pouvoir créer plus d'offres. Est-ce que tu arrives à aller beaucoup sur le terrain ou pas ? Alors non, j'ai pas de routine terrain. J'y allais beaucoup avant. On me voyait beaucoup trop. Du coup, on m'aimait pas beaucoup. Parce que quand tu vas beaucoup sur le terrain, bizarrement, on dit on est en train de me contrôler, etc. Donc voilà, le fait d'y aller beaucoup moins, j'ai une meilleure relation avec les gens, bizarrement. Honnêtement, j'y vais beaucoup moins. Si on parle de prod, j'y vais beaucoup moins parce que on va dire que déjà on n'a pas de... Alors ici, on n'a pas de directeur marketing et pas de DAF. Donc, je fais un peu ce job-là. Donc, en fait, je vais sur le terrain, mais du marketing, du service client, des campagnes et de la compta. On va dire que je fais plus ça et c'est plutôt Marion et Nico qui sont sur le terrain prod vraiment pur. Donc, on se dispatche un peu le terrain comme ça. Et c'est vrai que je vais beaucoup moins. Avant, j'étais en prod toutes les semaines. Maintenant, j'y suis peut-être une fois par mois. Je vais voir ce qui s'y passe ou quand il y a un petit problème ou quoi. Mais c'est vraiment très léger. Après, faut pas perdre ce terrain, mais par exemple, je suis toujours un peu dans la créa des recettes, tu vois, je regarde comment c'est fait, je regarde l'équilibre nutritionnel, je surveille un petit peu parce qu'en fait, on a la chance d'avoir quasiment tout fait tous pendant 6 ans et du coup, on a quand même une bonne maîtrise de tous les jobs et donc c'est facile d'aller voir si ça se passe bien ou pas mais ça va devenir de plus en plus dur parce que en perdant le terrain et notamment la prod, ça va être plus dur pour moi en allant en prod de voir si c'est en train de bien se passer ou pas. Donc j'ai pas de routine, c'est en fonction des besoins, en fonction de ce qui se passe. Voilà. Personnellement, j'ai pas de routine. Peut-être que Nico, Marion, Arthur en ont. Non, c'est plus au compte-gouttes et de toute façon, on est assez proche des gens ici. Pour l'instant, ça pose pas de problème. Après, je pense que c'est un truc qu'il faut mettre en place peut-être plus tard quand on aura plus de personnes. Et on a la chance aussi d'avoir que 4 jours de production de 5h à 19h, donc ça nous permet d'être présents. Si demain on met des équipes de nuit, de week-end, etc., ça sera aussi autre chose. Et là, peut-être qu'il faudra vraiment mettre une routine sur
avoir des gens un peu présents, aller voir ce qui se passe dans les horaires où on est moins là, etc. Allez, bah c'est parti. Bah, comment ça s'est passé, Agathe? Il y a eu un beau gamba. Je pense qu'ils se sont bien dégusté les plats préparés par la brigade avec amour pour nous. C'est une bonne formule, le Lean and Wine, finalement. Le Lean, c'est pas des outils. Le Lean, c'est amener les gens à mieux réfléchir. On s'implique finalement dans le développement des gens et les gens ont une réflexion de dingue. Est-ce qu'on en refait un autre, Agathe? Bien sûr, on en refait un autre le 4 juillet. Est-ce que le Lean and Wine est uniquement réservé à des gens qui pratiquent le Lean? Non, pas du tout. On essaie de le mettre à la portée de tous. Je te donne rendez-vous le 4 juillet pour un prochain Lean and Wine. Merci, Agathe. À très vite. Merci. Bye bye.